Ça me donne on l'écoute. Trouve un endroit pour s'asseoir. Bon, on va travailler avec... Ah oui, oui. J'ai pas de folie. J'espère qu'on a mis la maison. Moi, je suis stressé tout le temps. Si tout le monde est assis, on va pouvoir reprendre. Il y a encore du monde, je crois, dans la... Ah oui. Alors, juste un annonce, il y a quelqu'un qui a oublié un portable à la librairie là-bas à la Cavale. Je ne sais pas qui c'est, il y a un portable là-bas. Voilà, donc avant que quelqu'un le prenne. Bien, après les magnifiques discours de nos deux élus, je pense que si on veut être au niveau, il va falloir qu'on soit d'aplomb. Donc nous entamons ce soir notre première table ronde avec la notion de récit de filiation, avec la notion d'enquête. Et donc nous avons invité, nous avons le plaisir, l'honneur, l'immense honneur et plaisir d'accueillir Annette Gaviorca et Manuel Carcassonne. C'est Michael Yankou qui va commencer la soirée en présentant un petit peu le thème et le livre de Annette Gaviorca, Tombeau. Merci, monsieur Eddy. Tout à l'heure, Michael Delafosse disait que j'ai été effectivement dans la ville du livre. D'accord ? La ville du livre. Et on lui doit, à Michael Delafosse, il était adjoint à l'époque des événements de groupe, l'acquisition d'un livre majeur pour le judaïsme provençal, Provence-Languedoc, le Marzor. C'est un recueil liturgique hébraïque des Juifs, contemporains des Juifs, quand ils se sont exilés dans le comtat de Messin lors de la dernière expulsion des Juifs du royaume de France par Charles VI en 1394. Donc Montpellier possède un trésor patrimonial de tout premier plan, un trésor livresque, à côté du trésor lapidaire qui est le livret que vous avez dû voir, sans doute les uns et les autres. Et je me ferai un plaisir de faire découvrir ce haut lieu de la mémoire montpelliéraine le lundi matin à Raphaël Hiroshani, l'un des plus anciens linologues, n'est-ce pas, Brigitte? Donc effectivement, Montpellier, c'est la ville du livre, c'est la ville de l'une des communautés juives les plus florissantes de l'époque médiévale. Et c'est aussi pour cela qu'effectivement, ce salon du livre des mondes juifs se doit d'exister, c'est qu'il renvoie dans le rétroviseur de l'histoire à une histoire passionnante, à une histoire glorieuse. Rappelons-nous, une bonne fois pour toutes, que les Juifs ont été des passeurs de culture entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale au Moyen-Âge, et que c'était de fins exégètes et mystiques, mais surtout un apport à la science, tout court en étant de fins lettrés, des cénacles de savants, hébraïsants, arabisants, latinisants, et c'est ce que nous essayons de faire à l'Institut Maïzine depuis de très nombreuses années, et désormais avec l'association CEFAM. Alors nous retrouvons l'hôtel de ville de Montpellier, plus de 6 mois après avoir accueilli
un universitaire brillant, professeur élu par Nabi pour une confession d'un bon à rien. Et nous nous retrouvons quelques mois plus tard pour cette belle troisième édition du Salon du Livre des Mondes Juifs, avec effectivement deux auteurs de tout premier plan, Anen Vivorka, qui vient d'être couronnée du prix Femina Essai pour son brillant ouvrage Tombeau, autobiographie de ma famille, on va la questionner, et également Manuel Carcassonne, qui nous fait l'amitié également d'être des nôtres pour cette troisième édition. Anen Vivorka, son nom la précède, elle était venue déjà sous l'égide de l'Institut Maïmonide il y a 4 ans, dans la salle Pétrarque de Montpellier. Alors là, c'est un décor contemporain. Elle s'était exprimée sous des voûtes gothiques romanes pour des écrits du ghetto. Pour une soirée émouvante, une soirée estivale. Là, c'est une soirée automnale et nous sommes heureux de la retrouver. Elle est peut-être montpelliéraine de cœur désormais, puisque sa petite fille fait ses études à Montpellier. Nous avons donc le bonheur et l'insigne honneur de la recevoir. Elle vient d'obtenir le prix Femina Essai pour Tombeau. Elle se fera un plaisir de vous dédicacer son ouvrage à l'issue de cette rencontre, de ce beau livre paru chez Seuil. Ses travaux universitaires, ses travaux scientifiques sur la Shoah font autorité, vous le savez. Elle est directrice de recherche honoraire au CNRS. Elle est une spécialiste mondialement reconnue de l'histoire de la Shoah. Elle a notamment publié au Seuil Auschwitz expliqué à ma fille en 1999, en 1945 La découverte en 2015 et récemment aux éditions Stock Les années chinoises qui est paru en 2021. Et c'est dans vos recherches universitaires que vous avez approché avant cet ouvrage brillant l'histoire familiale, la préservation de la mémoire collective dans les livres du souvenir, Mémoriaux juifs de Pologne, avec Yitzhak Luborski, paru chez Gallimard en 1983, ou Méfaits du natalisme d'après-guerre dans Triste grossesse, l'affaire des époux Pâques, 1953-1956, avec Daniel Goldman, paru chez Seuil en 2019. La Shoah, l'indicible oubli, dans un entretien avec Pierre Assouline sur Academ, et je vous invite les uns et les autres à voir ce beau tandem, ce bel échange entre deux grands intellectuels. L'Acadème, d'ailleurs partenaire de l'événement, vous affirmez « J'explique la Shoah depuis 40 ans, mais je ne me l'explique toujours pas ». À propos de Shoah, l'Institut Maïmonide recevra la semaine prochaine, jeudi 24 à 18h30, Dominique Porté, pour la présentation de son livre consacré à la question et paru aux éditions L'Antilope, mécanique d'une dérive. Alors, chère Annette, une première question méthodologique. Vous retracez dans le destin des vôtres, après avoir tant écrit sur celui des autres, vous interrogez la vie de vos proches, en particulier celle de votre grand-père Wolf, et vous remontez le fil de votre histoire familiale marquée par l'antisémitisme. Alors pour une historienne de renom, comment être à la recherche de soi-même, la quête des origines, le rapport aux archives de soi, les pièges de la mémoire, comment rendre un texte biographique assez distancié? Alors c'est vrai qu'on me pose toujours la question de la distance. Et je n'ai pas senti qu'il y avait un problème particulier dans ce livre. Bon, d'abord, j'avais fait, et Manuel avait été mon éditeur, le récit de mes années chinoises, c'est-à-dire des 2 années où j'avais enseigné en Chine de la révolution culturelle, dans la Chine de la révolution culturelle, alors que j'étais maoïste. Quand on est à Montpellier, votre mère, qui était plutôt votre fraîche, il était plutôt albanais que maoïste, mais c'est pas si loin. Donc je peux dire que c'était quand même une histoire de génération. Et donc j'avais déjà utilisé le jeu que j'utilise avec parcimonie quand même dans ce récit. Alors, on pourrait se poser la question de en quoi ce récit est-il différent de tous les récits qui ont été évoqués tout à l'heure par votre président. Je pense qu'il est différent d'abord par la génération. Moi, je suis né dans l'après-guerre, j'appartiens à cette génération de baby boomers, qui est née donc dans l'ombre portée de la guerre et qui était en interface avec
ceux dont j'ai fait l'histoire, mon père, ma mère, 3 de mes grands-parents sont morts pendant la Shoah. Donc il y a encore une mémoire vive et des souvenirs. Les récits, je pense par exemple, que vous avez parlé du très beau récit de Sonia De Villers, Les Exportés, les récits de la génération plus jeune, disons les Quadras, ce sont des récits qui se font grâce à l'ouverture des archives. Si les archives roumaines n'avaient pas été ouvertes, si d'ailleurs un historien à qui Sonia De Villers rend hommage, Leonid Radou, si je ne m'abuse, n'avait pas travaillé sur cette question-là, elle n'aurait pas pu faire ce récit. Alors moi, l'histoire de ma famille, elle m'habite effectivement depuis, j'ai envie de dire toujours, et ce qui m'a permis d'écrire ce livre, c'est le projet que j'ai eu immédiatement à mon retour de Chine, fin des années 70 et des années 80, d'écrire la biographie de Wolf Wiewiórka. Wolf Wiewiórka était un écrivain et journaliste yiddish qui était venu en France après la Première Guerre mondiale, et pas du tout à cause de l'antisémitisme. On a une formule habituelle qui dit que c'est l'antisémitisme polonais qui a fait l'émigration. Pas du tout. Il appartient à cette myriade d'intellectuels yiddish. Je pense notamment aux peintres qui ont été exposés à Paris au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui ont quitté, non pas la Pologne, mais qui ont quitté le milieu juif orthodoxe dans lequel ils étouffaient parce qu'ils voulaient rejoindre les Lumières et être peintres ou écrivains. C'était le but de mon grand-père, Wolf Wiewiórka, et c'est ce qu'il a été. Donc, dès cette période, j'ai interrogé formellement en enregistrant très longuement mon père, mon oncle et quelques autres. Et pendant une quarantaine d'années, j'ai crapillé de l'archive, alors au Yivo à New York, où j'avais été faire un stage pour tenter d'apprendre un peu de yiddish, mais partout où je passais, je cherchais de l'archive. Par exemple, puisqu'on a parlé de mes petits-enfants, la première fournée de mes petits-enfants est née à Grenoble, l'aîné à 23 ans maintenant, et à 23 ans à Grenoble, je suis allé aux archives départementales de l'Isère, où j'ai fait la connaissance d'un jeune homme à l'époque, on a tous pris un quart de siècle depuis, Tal Brugman, qui m'a sorti tous les dossiers d'étrangers de ma famille maternelle qui s'était réfugiée pendant la guerre à Grenoble, comme beaucoup d'autres. Donc, ce livre, je pense que je l'ai porté pendant très longtemps, que j'ai rassemblé une très large documentation pendant des années, et puis resté à l'écrire. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez, moi je reçois beaucoup de livres sur la famille, souvent des livres qui ne sont pas publiés. Donc en règle générale, on rassemble les documents et puis on les met bout à bout et on raconte un peu. Bon, moi je fais depuis assez longtemps des livres, donc un livre, ça suppose une attention particulière et ça suppose que ça puisse intéresser quelqu'un d'autre que votre famille. Et là, j'ai été aidé par le confinement, puisque j'ai commencé à l'écrire au début du confinement. J'ai été aussi inspiré, si je puis le dire, par une histoire qui a touché ma famille maternelle et paternelle ensemble. Et j'ai eu cette idée, à ce moment-là, de nouer les histoires de mes deux familles. Mais je n'ai jamais eu le problème de la distance, parce que d'abord je pense que je l'ai intériorisé, c'est-à-dire que c'était pas le... Enfin, mon projet, c'était pas de dire qu'est-ce que cette histoire a fait sur moi, ça m'intéressait pas. Et je pense que la posture d'éternelle victime
parce qu'on aurait un trauma transgénérationnel que je ne nie pas, on est tous traumatisés, on est tous débranchés, on a tous plein de problèmes. Finalement, c'est une posture qui n'est pas si intéressante que ça. Et c'est une posture qui ne dégage pas tout l'espace disons, à nos ascendants. Et c'est d'eux dont je voulais parler, et de moi que quand ça éclairait. Tout à l'heure, je pense que c'est votre président qui a eu cette formule que je trouve très heureuse, qui dit « ça nous relie ». J'ai mis en exergue une citation d'un écrivain américain qui s'appelle Richard Ford, qui dit exactement cela, que nous ne sommes pas nos parents, leur vie nous demeure malgré tout opaque, enfin, je dis moins bien que lui, mais il y a quelque chose qui nous relie. Et c'est cette idée-là, plus que la transmission, qui m'intéresse. C'est-à-dire comment nous sommes reliés à cette histoire, alors que nous ne sommes pas nos grands-parents, le monde juif n'est pas ce qu'il était. Démographiquement, les dernières statistiques de l'Israël disent que nous sommes 15 millions, c'est même pas Shanghai, c'est rien. Ça veut dire qu'on n'a pas encore retrouvé le chiffre de la population juive de 39, et le monde qui a été celui de mes grands-parents, qui était le monde yiddish, la Yiddishkeit, c'est un monde qui a disparu. Et essayer de le faire renaître, c'est un peu... c'est pas possible. C'est pas possible. Et on est relié par la traduction. Les éditions Antilope ont été citées tout à l'heure. Manuel Carcassonne cite le nom de celui qui a créé les éditions d'Antilope, Gilles Rosier, pas du tout pour les éditions d'Antilope, mais pour autre chose. Voilà ce que je peux dire. Merci Annette. Vous avouez pleinement cette nécessité de sauvegarder, de restituer à travers votre saga familiale des temps disparus tragiquement. Et au départ, on reste frappé par cette nébuleuse juive polonaise qui s'installe à Paris au début du siècle. Ses ramifications, son univers yiddish, vous parliez du Yiddishland, de la Yiddishkeit, les réseaux qui se développent, tantôt sionistes, tantôt bundistes. Et d'ailleurs, à Montpellier, à la fin du 19e, début 20e, il y avait de nombreuses associations juives, palestinophiles, les sionistes ou socialistes révolutionnaires et bundistes. C'était effectivement les juifs d'Europe de l'Est qui n'étaient pas encore émancipés, qui pensaient à la résolution du problème juif, soit par l'égalité pour tous, soit pour le retour à la patrie ancestrale. Alors on découvre effectivement cet univers yiddish, sioniste, bouddhiste, avec toujours un substrat religieux difficile à maintenir, à déployer pour des immigrés démunis, perdus, mais toujours assoiffés de culture, de peinture. C'est en dépit du dénuement de ces années 1920, et on se retrouve par poignées dans une sorte donc, de yiddishland des cafés, des restaurants où on mange yiddish, comme celui des Vivorca, signifié écureuil, où se croisent des peintres, des poètes, des romanciers sans le sou, un Itzik Manger, page 62, sourcilleux, un Opatochou, l'auteur du livre Dans les forêts de Pologne, auquel était réservée une assiette de 9 Kneiler, pour ce partage d'inquiétude des exilés. Tout un maillage s'organise avec les relais familiaux ou amicaux. Il n'est pas sans rappeler ceux fauchés, écrivez-vous, qui ont choisi Paris pour école, une école juive, 1905-1940, pourvoyeuse de tant d'artistes polonais de renom, de Moïse Kissling à Henri Epstein de Lodge, ou Louis Marcoussi Varsovie, qui se retrouvaient au Café du Dôme. Et d'ailleurs, le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris les a recensés en 2020 avec bonheur. Alors je ne peux naturellement ici pénétrer dans toutes les ramifications de votre parenté, le côté Vivorca pour l'écriture, le côté Perelman pour l'art, pratiquement la couture, et qui effectivement, sans contact finalement avec la société française, à vous donc de nous en dessiner à grands traits les figures saillantes. Oui, ce qui me frappe quand je regarde ce qu'a été la vie de cette génération, donc la génération née à la fin il y a 2 siècles, fin du 19e au début du 20e siècle, qui arrive en France
après la Grande Guerre, c'est qu'en fait, ils pouvaient vivre complètement entre juifs, dans ce monde yiddish. Ils étaient assez nombreux pour pouvoir vivre avec, en ce qui concerne la famille Vieviorka, aucun contact, enfin de la génération, aucun contact avec le monde non juif. Et en ce qui concerne les Perelman, mon grand-père tailleur, les contacts qui étaient les contacts que j'appellerais commerciaux. Quand on regarde la génération d'après, les enfants, ils s'intègrent normalement. C'est-à-dire qu'il y a la vie à la maison et puis il y a la vie dehors. Et la vie dehors, c'est l'école. Et l'histoire de Roger Perelman, mon oncle, qui est devenu un très 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 grand pédiatre, dont le manuel de pédiatrie était encore en usage ces dernières années, il s'intègre par l'école, par les copains, par le cinéma, qui joue un rôle capital. On le retrouve dans tous les récits de ces milieux populaires, c'est vraiment le cinéma. Et il y a cette sorte ils sont à cheval en fait entre ces deux mondes. Et en ce qui concerne les Perelman, la volonté, c'est vraiment une volonté de mobilité sociale et une volonté d'intégration, mais qui a ses limites quand même, puisque après le 6 février 1934, alors ce dont je me suis rendu compte, c'est que la chronologie des historiens, des profs d'histoire, celle que vous avez appris au lycée, que j'ai enseigné pendant un certain nombre d'années, ou que votre mère a aussi enseigné. Donc il y a une chronologie, et cette chronologie, c'est pas la chronologie forcément vécue. C'est-à-dire que l'arrivée de Hitler au pouvoir, ils n'en parlent pas dans leurs témoignages. En revanche, le 6 février 1934, et l'idée que le fascisme, comme on disait, pouvait s'installer en France, là, c'est une émotion considérable. Et de la même façon, la guerre d'Espagne les émeut presque, enfin plus, c'est ce que disait mon père, que la déclaration de guerre de 1939. Hein, je ne parle pas de ce qui se passe après. Donc il y a un temps vécu qui n'est pas exactement celui de la grande histoire. Mais à partir des années 30, des deux côtés de ma famille, on va dans les mouvements de jeunesse, et on ne dira jamais assez ce que les mouvements de jeunesse ont été dans ces années 30. Et du côté des Vieviorka, on va du côté du Bund. Le Bund, pour le résumer, il est révolutionnaire, socialiste, mais pas socialiste comme maintenant, hein, socialiste, marxiste, révolutionnaire, et il prône ce qu'on appelle en yiddish la Neuigkeit, c'est-à-dire le développement de la culture sur place. On a dit des bouddhistes que c'était des sionistes qui avaient le mal de mer. Donc, sur place. Et ce qui fait cette culture juive laïque, le Bund est assez anti-religieux, anti-sioniste, anti-religieux, c'est la langue yiddish, c'est autour de la langue yiddish. Donc, mon père et mon oncle vont dans le mouvement de jeunesse qui s'appelle le SKIF, et du côté de Perelman, on est plus proche des communistes, ils vont au JASC, au Deutscher Arbeiter Sport Club, qui est une des branches de l'internationale sportive. Et comme on parle beaucoup des questions de sport en ce moment, de sport et politique, un des grands moments de la vie de mon oncle, ma tante et ma mère, c'est quand il a été décidé en 1936 qu'il fallait boycotter les Jeux Olympiques. Berlin avait été choisi pour les Jeux Olympiques, ce qui prouve que c'est pas simplement le choix, c'est qu'entre le moment où on choisit la ville et le moment où a lieu l'événement, il peut se passer un certain nombre de choses. Donc en 1932, on choisit Berlin. À l'époque, c'est la République de Weimar
donc il n'y a pas de souci. Et puis quand arrivent les Jeux Olympiques, c'est les nazis. Et finalement, la France, à l'exception de Mendès France, il faut le signaler, c'est le seul qui est voté contre, la France décide qu'elle ira aux Jeux Olympiques à Berlin. Et l'international syndical rouge, là, le Sportintern, il y avait tout rouge, hein, il y avait le Comintern, le Sportintern, pour les paysans, voilà, décide de faire des contre-Jeux Olympiques à Barcelone. Et les gens du IASC vont dans la délégation française, ils ne sont pas français, hein, ils sont en général polonais, et à Barcelone. Ils arrivent à Barcelone, et ils arrivent à Barcelone le jour du coup d'État de Franco. Donc les contre-Jeux Olympiques de Barcelone n'ont pas eu lieu et ils sont rembarqués par bateau. Donc il y a toute cette politisation de toute cette jeunesse juive, mais au Skif comme au Yask, on parle français. On ne parle plus yiddish dans la génération de mes parents. Dans ce contexte d'adaptation, la guerre survient, la guerre innommable survient, qui surprend cette société qui va faire le difficile apprentissage de vivre un ailleurs prometteur, heureux comme un juif en France, et qui soudain dut faire face à l'inimaginable, les rafles, la déportation et le retour tragique, ubuesque, s'il n'était pas cruel, sur une terre polonaise, dans les camps de la mort d'Auschwitz, Birkenau, où certains des vôtres seront assassinés, tant de souffrances, tant de plaies. On parle des rafles, c'est le 80e anniversaire des rafles du fatidique été 1942, et celle des Juifs de Gros du 26 août n'échappe pas à la règle. Nous l'avons rappelé, d'ailleurs, avec le maire Michael Delafosse, il y a quelques mois, ici même, pour une cérémonie fort émouvante. Alors, vous écrivez dès la page 160, oui, on connaît alors en France, au-delà des milieux juifs, l'existence des camps de concentration nazis. Ils ne constituèrent jamais un secret. Leur existence était au contraire plébiscitée en Allemagne pour inspirer à la population allemande une sainte terreur. Le premier véritable camp de concentration, celui de Dachau, inauguré en mars 1933, servit de modèle à tous ceux qui s'ouvrirent dans les années suivantes. Et votre grand-père, paternel, incontournable, Wolf Vivorka, conteur lucide et fataliste, prône dans ses écrits le retour au ghetto, page 567. Longtemps, les Juifs ont essayé de se déghettoiser, et vous le savez, ici, il n'y avait pas de ghetto. À Montpellier, c'était des quartiers juifs à l'habitat judéo-chrétien muet, puisque le terme apparaît au XVIe. En tout cas, Wolf Vivorka lui prône le retour au ghetto. Nous sommes devenus une nation de réfugiés devant des portes fermées, de sans-abri, sans aucun espoir de trouver une terre d'accueil. Alors, il subsiste un portrait de lui, sombre où se lit sa fin tragique à Auschwitz, et exposée, du reste, au musée d'art juif à Paris en 2021, une huile sur toile de Jacob Matchnik lors de l'exposition Fernster et le Shtetl perdu de Montparnasse. Alors, dans votre chapitre intitulé Errance, vous racontez ensuite comment, parmi les vôtres, tous ces juifs polonais passaient par la Belgique, et beaucoup d'ailleurs vont arriver à Montpellier pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains réussissent à échapper aux mailles du filet, comment d'autres sont déportés, la rade du Veldiv, les 16 et 17 juillet, nous le savons, les fuites en zombie, les évasions, les gendarmes salvateurs qui font fuiter les informations, et un certain soutien de la population. Avec le tableau généalogique de votre ouvrage, qui clôt votre livre, il est aisé de suivre la trajectoire des uns et des autres, chemin tragique pour certains membres de votre famille. Hormis la noyade de votre grand-mère maternelle, les Perelman ont survécu aux affres, aux terribles mois de ratissage, d'arrestation et de déportation. Et effectivement, la France n'a pas à s'en enorgueillir, hein, avec le commissariat général aux questions juives, véritable ministère des Affaires juives du régime d'État français de Vichy. De nombreux juifs ont eu effectivement à subir un lourd tribut. Je voudrais juste dire deux choses. La première, la question des camps, avec cette réflexion sur les camps de concentration nazis. Wolf-Vivorka tient dans le journal, le quotidien yiddish, qui s'appelle le Pariser Rhein, Paris aujourd'hui, une rubrique qui signe Aleph Beis, et qui fait des portraits, qui fait notamment des portraits de réfugiés allemands, dont certains sont sortis de Dachau ou de Brunwald. Donc, les camps de concentration qui existent en Allemagne en 1933 sont connus, sont publicisés, sont connus.
D'ailleurs, il y a un roman d'Anna Segers qui a été assez connu, qui est publié en 40, qui s'appelle La 7e Croix. Le secret, c'est pas les camps, c'est ce qu'on n'appelle pas à l'époque la Shoah. Donc je pense que la distinction qu'on essaye de faire passer, on croit avoir fait comprendre entre le système concentrationnaire, qui n'est pas l'apanage d'ailleurs du nazisme, hein, le goulag, ça ressemble un peu au camp nazi. Et dans un pays comme la Corée du Nord, il y a toujours des camps. C'est quelque chose qui est connu et qui existe. Ce n'est pas un secret. Parce que l'une des fonctions des camps, c'est de terroriser la population et de la mettre au pas. Ce qui est le secret pour les nazis, c'est la Shoah. En me penchant précisément sur l'histoire des miens, je vois aussi que la chronologie n'est pas exactement celle qu'on enseigne. Par exemple, chez les Perelman, la vie semble, après l'exode, hein, ils partent, ils arrivent à Perpignan, ils remontent de Perpignan, et après la vie semble normale. Ma tante est en apprentissage dans la haute couture, ma mère va à un cours commercial, et Roger Perelman est en maths sup au lycée Condorcet, et mon grand-père coud, et comme il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas là, les affaires marchent plutôt bien. C'est plutôt une bonne période. Et mon père, dont la profession était aide-maroquinier, il dit il y avait autant de travail qu'on voulait, on était très bien payés, et la vie était très gaie dans les ateliers. Le premier choc, c'est mai 41, les premières arrestations, le billet vert, qui touche Roger Perelman, qui était polonais, hein, qui n'était pas français, qui est interné à Pithiviers. Alors la saga de Roger Perelman, qui est qu'il passe son temps à s'évader, à être repris, il s'évade de Pithiviers, remonte à Paris, ensuite il redescend à Grenoble, chaque fois il s'inscrit, il se présente. De Grenoble, il est convoqué au GTE, il sent que ça sent pas bon, il se réévade, il se retrouve à Nice, et puis de Nice, il n'y a plus de possibilité de s'évader, il est donc déporté à Auschwitz. Pendant 15 mois, il descend toutes les nuits dans la mine de Janina Grube, qui est un des commandos d'Auschwitz, et lui survit, et il s'évade une dernière fois pendant l'évacuation du camp. Les autres sont piégés à Nice, et ce qui m'a beaucoup intéressé, mais je ne vais pas vous le raconter parce que c'est trop long, c'est comment on imagine la situation. J'ai fait beaucoup de conférences publiques, et en général, quelqu'un se levait et il disait « Madame, on savait tout. Churchill savait tout, Roosevelt savait tout, De Gaulle savait tout, tout le monde savait tout. » Et depuis 40 ans, il y a ça pratiquement à chaque conférence sur Auschwitz, depuis 40 ans, j'ai expliqué que c'est plus compliqué que ça. Donc j'ai essayé de regarder comment on faisait pour imaginer la situation et pour anticiper ce qu'on pouvait faire. Et effectivement, Michael vient d'évoquer la rafle d'août 42, qui est décisive dans la mesure où beaucoup de juifs qui étaient en zone libre étaient persuadés qu'ils étaient à l'abri. Et c'est effectivement les arrestations d'août 42 avec ce deal là, entre Laval et les nazis, Dannecker Laval et Dannecker, qui fait que brusquement, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus en sécurité. Et à ce moment-là, beaucoup essayent de passer en Suisse. Ce qui n'est pas facile, parce qu'on dit passer en Suisse, et puis comme sur la Suisse, qui a refoulé un certain nombre de juifs, mais on ne se pose pas la question de comment on fait pour aller jusqu'à la frontière suisse. Comment vous allez de Montpellier ou de Nice à la frontière suisse. Et comment, après, on passe par des zones qui ne sont pas forcément très difficiles. Hein. Moi, j'ai refait, il y a 2 étés, j'ai refait le passage en Suisse de mon père et mon oncle par le col de Cou. Donc, il y a 2h30 de montée, 600 mètres de dénivelé. C'est pas, ils avaient 20 ans, c'est pas le Mont Blanc ou l'Everest. Hein. Mais il faut quand même le faire. Donc, j'ai essayé de comprendre
Et ce qui m'a puissamment aidé, c'est que j'écrivais pendant le confinement. Et que pendant le confinement, eh bien, on ne savait pas ce qui se passait. Et pourtant, on pouvait tout savoir. C'est-à-dire qu'on était chez soi, on avait la radio, la télé, les experts tous les jours, Internet. Et pourtant, quand est arrivé le Covid, d'abord on a dit c'est une grippette. Il faut se rappeler. Et il faut se rappeler comment on a mis très très longtemps à comprendre comment se faisait la contamination et à se demander quand est-ce qu'on reprendrait une vie à peu près normale. Donc c'est l'effort que j'ai fait pour cette période-là, qui est d'essayer de comprendre ce qu'ils savent, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils anticipent et les stratégies qui sont les leurs pour survivre. Et je rajouterais quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que l'heure est à la célébration avec raison des justes, et que la sorte de chose rituelle, c'est de dire les 3/4 des juifs ont été sauvés grâce aux justes. Quand je regarde comment fonctionnaient les familles, ils ont d'abord été sauvés par eux-mêmes, par leur entourage, par ce qui se disait, par les passeurs qu'on trouvait, par les milieux juifs, par soi-même, et bien évidemment par ceux qui n'ont pas dénoncé, qui ont aidé, qui ont abrité. Je ne suis pas du tout en train de minorer le rôle des justes ou de la population, mais je pense qu'il faut revenir à cette idée qu'ils n'ont pas été comme ça, complètement hébétés en attendant qu'on leur vienne en aide. Oui, effectivement, il faut nuancer, même si la région Occitanie est la 3e ou 4e région au niveau des Tracébé ou Notre-Dame, des Justes parmi les nations, il faut remettre en lumière, et c'est ce que nous ferons au mois de mars prochain avec Maurice Legacy, tous les deux, pour mettre en lumière effectivement ce maillage, ces toiles d'araignée qui ont existé dans notre région, avec le groupe, vous avez parlé du groupement des travailleurs étrangers, il y a beaucoup d'associations, d'entraide, l'ORC, l'Organisation de Reconstruction Travail, qui avait un atelier de couture en Agde, l'œuvre de secours aux enfants, le mouvement de la jeunesse sioniste, les éclaireurs israélites de France. Vous parliez comment monter en Suisse, et bien ici il y avait des passeurs qui amenaient les enfants de la colonie, des enfants réfugiés, ils sont devenus la colonie des enfants d'Isieux jusqu'à Annecy. Donc on a beaucoup d'histoire dans l'histoire, et cette région, effectivement, cette région dite ou non occupée, a été effectivement une région de passage. Et j'aimerais avoir une pensée émue pour Étienne Moscovitch, qui nous a quittés il y a quelques mois, et qui a connu un destin semblable à votre famille, à vos ascendants. On a encore un peu de temps, monsieur Guy? Peu? Une dernière question. Une dernière question. Guy Wilder a dit les pessimistes ont fini. Les optimistes ont fini à Auschwitz, et les pessimistes à Hollywood. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui sur la situation des Juifs en France? On a reçu Jonathan Arfi, le président du KIP, il y a quelques jours. Alors, sans être Nostradamus, par ailleurs était d'ascendance juive. Qu'est-ce que vous nous diriez sur l'état de la situation actuelle des Juifs en France? Oh là là, ça c'est compliqué. D'abord, on n'est pas très très nombreux, et de façon... dans les statistiques, on disait, vous savez très bien qu'on ne peut pas faire un recensement, ça s'est fait en 40, ça a laissé de mauvais souvenirs, donc on ne peut pas faire un recensement des Juifs en France aujourd'hui. Donc on a les démographes, les sociologues ont des méthodes. Mais moi, ce qui m'a frappé en regardant les chiffres qui ont été publiés à partir des démographes israéliens, c'est qu'on a dit 700 000, après on a dit 550 000, et maintenant on dit 400 000. 400 000, c'est pas beaucoup. Voilà, donc est-ce que je suis... comment dire? Je ne voudrais pas dire que je suis pessimiste, parce que c'est plus facile d'être Cassandre toujours. Mais enfin, c'est vrai que la situation, on est inquiet. Moi, je suis inquiet des nouvelles de nature. Mais bon, je suis pas enthousiaste des résultats des dernières élections en Israël.
m'inquiète un peu quand même du poids je pense, comme mon père et mon grand-père Wolf Wiewiórka, que ce qui maintient l'existence du peuple juif, c'est la religion, c'est le noyau. Mais inquiète du développement de l'ultra-orthodoxie ici ou là, en Israël en particulier, donc je ne suis pas très optimiste. Mais je pense à cette histoire que racontait Georges Steiner, qui tentait d'expliquer la permanence de l'antisémitisme. Et il racontait l'histoire que c'était juste avant le déluge. Je vais finir par une blague juive comme le rabbin tout à l'heure, Donc il racontait, voilà, Dieu convoque un pasteur, Dieu américain. C'est que Dieu convoque un pasteur, un curé et un rabbin, il annonce dans 48 heures, c'est le déluge. Alors le curé dit, mes frères, prions, nous nous retrouverons tous au ciel. Le pasteur, c'est américain, dit, il faut mettre nos affaires économiques en route. Et le rabbin dit, vous avez dit 48 heures, on a le temps d'apprendre à nager sous l'eau. Merci à Mme Borca. Je rappelle que vous êtes ici pour présenter Tombeau, autobiographie de ma famille, aux éditions du Seuil, qui vient d'obtenir le prix Féminin IC. Collègue à un grand merci. Bravo. Bravo. Merci infiniment, Michael. Merci, Mme Borca. On interroge maintenant Manuel Carcassonne. Manuel Carcassonne, qui êtes-vous? Alors, ne répondez pas tout de suite. Laissez-moi d'abord vous dire ce qu'on dit de vous. Alors, on dit de vous que vous êtes un homme de livre, ou un homme du livre. C'est vrai que depuis plus de 30 ans, le livre, c'est votre vie. Vous êtes d'abord critique littéraire pour les magazines, Le Point, Le Figaro littéraire, Le Magazine littéraire. Vous animez une émission littéraire sur France Culture. Vous commencez votre carrière dans l'édition chez Grasset en 1991, nommé directeur littéraire en 1999, puis directeur général adjoint en 2009, avant d'être transféré comme footballeur aux éditions Stock. Vous êtes nommé au poste prestigieux et redouté de directeur général des éditions Stock. Signalons que vous avez été le compagnon pendant 14 ans d'Héloïse Dormesson, la fille du regretté Jean Dormesson, que votre épouse actuelle, Diane Mazoum, écrivait, ce qui resserre encore vos liens avec le livre. Le retournement, donc, que vous trouverez évidemment en sortant et que Manuel Carcassonne signera avec plaisir. Le retournement est votre premier livre, un livre sur l'identité, sur l'appartenance, sur le retour vers soi-même, vers ses origines. On y apprend que vous êtes le fils de Jacques Carcassonne, qui exerçait la profession de diamantaire et qui a présidé un temps le tribunal de commerce de Paris, que le nom de Carcassonne renvoie à cette pratique commune au Moyen-Âge de désigner des Juifs par un lieu d'origine, que votre mère Monique est issue de famille de Juifs alsaciens, vous l'appelez même à un moment Rabbi Monique. Et pourtant, la première interrogation qui apparaît dans l'exergue, une citation de Georges Perec, et auquel nous rendons hommage demain, donc le clin d'œil est intéressant. Je vous lis, page 9. Je ne sais pas précisément ce que c'est être juif, ce que ça me fait d'être juif. C'est une évidence, si l'on veut, mais une évidence médiocre. Une marque, mais une marque qui ne rattache à rien de précis, à rien de concret. Ce n'est pas un signe d'appartenance, ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à une culture, à un folklore, à une histoire, à un destin, à une langue. Ce n'est rien de tout ça, mais j'imagine que c'est au moins tout ça à la fois. Et votre livre est en fait une tentative d'approfondissement. Je suis juif, mais en quoi, comment, pourquoi, et ne suis-je que cela? J'ai lu une présentation rapide de votre livre qui m'a paru pertinente, je vous la lis. Vivant, puissant, mélancolique, parfois drôle, terriblement érudit, ce livre, entre essais et romans, tente une restauration d'une identité en miettes, celle d'un homme qui a, un beau jour, découvert qu'il était juif. Et Raphaël Léris dans Le Monde nous parle ainsi de votre livre. Le retournement n'est ainsi ni une enquête généalogique, ni une confession autobiographique, ni une variation autofictionnelle plus ou moins ironique, ni un essai, mais là aussi un peu
Tout cela, alternativement, et parfois simultanément. Un texte aussi qui exhibe joyeusement son tohu-bohu, en disant un goût acquis pour le chaos au contact du Liban, le pays de la femme aimée, ici rebaptisé Nour. Alors, je vais vous poser la première question. Expliquez-nous d'abord pourquoi, dans votre histoire de juifs laïcs français, issus de plusieurs générations de juifs assimilés, c'est Nour qui semble être le catalyseur de vos interrogations. Merci beaucoup, Charles, pour cette brillante présentation. D'abord, je suis impressionné d'être là à côté d'Annette Vivorca, parce que quand même, mon livre est beaucoup plus modeste et c'est une farce, évidemment aussi, dans ce livre. J'emploie le mot farce exprès, parce qu'il y a un côté farcesque. Et en même temps, ma présence à Montpellier, je voudrais, avant de répondre à votre question, n'est pas fortuite, puisque je dois beaucoup aux travaux, je voudrais quand même la saluer, de Daniel, qui n'est pas là ce soir. Je comprends qu'elle était dans les travaux grand maternels. Et donc, je l'ai lu et je la cite et je la remercie beaucoup. Et ainsi qu'à Charles Elki, puisqu'il s'est entretenu, ce qui est quand même un hasard assez extraordinaire, avec Roger Carcassonne à Salon de Provence. Et Roger Carcassonne étant, je pense, à mes yeux, comme un peu mon père, mais un personnage totalement emblématique de ces juifs totalement laïcisés, qui avaient quand même oublié qu'ils étaient juifs, ce qui n'est pas rien dans le sujet de ce livre, jusqu'au moment où la guerre est arrivée. Et là, tout d'un coup, ils se sont rendus compte, avec une certaine vivacité, qu'ils étaient juifs. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans les livres d'Annette, puisque, si j'ose dire, eux se sentent juifs, eux se savent juifs, et ils ne se sont pas laïcisés comme une grande partie de ma famille des deux côtés, du côté maternel et du côté paternel. Vous me reposiez la question, parce que du coup, je n'ai pas répondu. Pourquoi c'est vous qui fait... Alors voilà, ce livre, en fait, je l'ai fait, pour répondre à la question, je l'ai fait dans les mêmes conditions. Alors, je viens d'apprendre que celui d'Annette Vivorca, c'est peut-être, voilà, très modestement, ma seule ressemblance, c'est que c'est un enfant du confinement. Parce que comme je travaille effectivement à diriger une maison d'édition, c'est pas mal de boulot, et que je parle en plus sous l'œil très sourcilleux de au moins deux de mes auteurs dans cette salle, Christophe Wojtowski et Laurence Benaïm, qui se disent, mais mon Dieu, trois avec Annette, donc j'ai eu la chance d'avoir un livre, pas celui-là, qui se disent, mais mon Dieu, il n'a rien foutu pendant qu'il était dans le confinement, c'est pas faux, j'ai travaillé effectivement à ce livre. Je voulais plaire en fait à deux femmes, pour répondre à la question de Charlotte Guy. Je voulais plaire à Nour, qui est le personnage féminin du livre, mais aussi à ma mère, qui a 93 ans, qui a été enfant caché pendant la guerre, et qui fait preuve encore aujourd'hui d'une extraordinaire capacité de survie à tout, je dois dire, parce qu'elle traverse à peu près toutes les maladies en ayant la peau des maladies, et sa dernière chute en date, elle l'a attribuée à Anne Hidalgo, qu'elle poursuit d'une haine vivace. Tombée dans le bus, elle a estimé que c'était la faute d'Anne Hidalgo, elle a fait un procès à la RATP qu'elle a gagné. C'est un personnage qui est assez incroyable. Et en fait, le livre est d'une certaine manière finalement aussi un tribut payé à ces deux femmes. Et l'une est effectivement, je l'ai rebaptisée Nour dans le livre, pas tant pour la dissimuler que pour introduire malgré tout une distance fictionnelle entre la réalité et quand même ce que j'essaie de faire dans ce livre, qui n'est pas complètement, si j'ose dire, je ne suis pas historien et j'ai eu le sentiment, en l'occurrence, d'usurper un certain nombre de territoires qui n'étaient pas les miens. Mais en même temps, un éditeur, c'est aussi ça un peu, hein, c'est aussi un manteau d'arlequin, l'habit d'arlequin, dont on se revêt, qui est chatoyant, menteur, et probablement un peu aussi, il y a dans ce livre, évidemment, du Zelig, qui se transforme en plusieurs identités. Et donc, le personnage de Nour, c'est une femme libanaise, qui va, d'une certaine manière, me révéler, comme ma mère, d'un autre côté, mon propre judaïsme. Parce que quand on est, et ça c'est je pense la grande différence, la fondamentale avec le livre d'Annette, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est né dans une famille totalement laïcisée, et qui a perdu au gré des siècles, puis au gré des années, puis au gré des générations, des traces du judaïsme religieux, des traces d'une sorte d'identité probablement mise en danger,
moi, quand je suis enfant, on ne me raconte pas la guerre. La guerre m'est racontée essentiellement par donc mes deux parents ont été cachés pendant la guerre, mais ma mère in fine en Suisse d'ailleurs, et en fait, les deux, surtout ma mère, je dois dire, qui d'abord a vécu beaucoup plus longtemps que mon père, qui est mort il y a longtemps, ma mère me raconte la guerre, pas du tout comme une partie, évidemment, comme une fête, hein, mais comme quelque chose qu'elle a presque vécu malgré elle. Elle ne sait pas ce qu'ont fait ses parents. Ses parents ont disparu pendant la guerre. Elle est incapable de dire ce qu'ont fait ses parents. En tout cas, ils ont survécu. Ils ont quitté Paris. Ils sont allés en zone libre. Et là, elle a été d'une ville à l'autre, tantôt accompagnée d'une tante, d'une cousine, etc. Et elle décrit la guerre comme une sorte de forme de liberté acquise donc elle est adolescente, elle a 14 ans, et presque de moments d'un entre-deux avant l'âge adulte, dont elle s'est assez étrangement plutôt bien remise, tout en ayant la conscience quand même du danger. Et ce judaïsme, finalement, je me suis vraiment demandé ce qu'il était en tant qu'appartenance, en tant qu'origine, en tant qu'identité. Jusqu'au jour où, pour le faire court et ne pas vous raconter ma vie, même si malheureusement le livre la raconte quand même un peu, j'aboutis sur un lit d'hôpital pas très bien important en 2013, et au psychiatre qui était là, parce que j'étais dans le service de psychiatrie, au psychiatre qui était là, et qui me dit, bon alors qu'est-ce qui vous arrive? En gros, qu'est-ce qui vous arrive, mon vieux? C'était vraiment le truc, bon. Il était flanqué de deux internes, comme il y a maintenant, comme ça, un peu un chef de service. Et au lieu de dire absolument, je fais vraiment n'importe quoi, je sais pas quoi, j'ai trop de travail, j'ai tel souci, en l'occurrence je vais divorcer, ça se passait très mal, je réponds, je suis d'origine juive. Pourquoi est-ce que je lui dis ça? Non, je ne saurais jamais. Et lui, assez, je dois dire génialement, parce que c'est en partie à l'origine de ce livre, me répond immédiatement, me coupe et me dit, mais pourquoi d'origine? Et là, donc, comme dans le Rabbi Jacob, si vous l'avez vu récemment, je recule, comme Louis de Funès, sur son siège, et je dis, ah, mais oui, le mot origine, tout d'un coup, sautait, et je dis, ah oui, c'est vrai, je suis juif. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, une amie psychanalyste, elle-même juive d'ailleurs, m'a dit, mais en fait, ce qui était important dans ce qu'il a dit, et elle n'a pas tort, ce n'est pas le mot juif, c'est le mot origine. Donc, d'une certaine manière, ce que j'ai voulu faire, en remontant, effectivement, il y a très longtemps, parce que je remonte pratiquement jusqu'à Maïmonide, et en passant par Crémieux, qui est effectivement un ancêtre, en passant par Nostradamus, qui est aussi un ancêtre, je fais d'un côté, si j'ose dire, le portrait de mes ancêtres du côté paternel, donc du côté des Juifs du comptable des saints, du côté des Juifs, ce qu'on appelle les Juifs du pape, mais je le fais de telle manière, et c'est peut-être ça, je dirais, qui m'a donné vraiment le plus de travail. Une fois lu tous les livres de la famille Yankou en entier, et il m'a lu un certain nombre de travaux d'érudition sur la question des Juifs du Languedoc d'abord, et puis ensuite des Juifs comptabilisants, c'est que je voulais lier cela effectivement au deuxième personnage du livre, qui est le personnage féminin, qui est Nour. Et elle est donc un personnage sans rapport au judaïsme, qui est de confession grecque, catholique, de rite melkite. Alors pour beaucoup de Français, c'est assez obscur. Il y a énormément de confessions au Liban, et chez les chrétiens, il y a la majorité des chrétiens libanais sont maronites, mais ensuite il y a deux branches qui sont assez importantes, c'est les Grecs orthodoxes et les Grecs catholiques de rite melkite, c'est-à-dire en fait, qui se sont à un moment donné détachés de Rome, puis revenus vers Rome, grâce en l'occurrence à un ancêtre de Nour, de ce personnage féminin, qui les a libérés, le patriarche Maximus Masloum, qui les a libérés au milieu du XIXe siècle. J'ai fait de ce côté-là une enquête qui m'a vraiment été qui était un gros boulot, je dois dire, surtout un boulot où j'avançais dans une obscurité totale, parce que personne ne voulait m'aider, y compris donc, si je veux dire, sur place, et j'ai voulu là montrer les correspondances entre deux minorités, en fait. Cette minorité heureuse, je rappelle la phrase
André Schwarzbach dans son livre DNA des Justes, quand un personnage arrive dans le sud, arrive vers le comté vénétien, il dit qu'il découvre littéralement un paradis pour les Juifs. Alors bien sûr, ceux qui sont dans la salle et les éminents historiens qui sont là savent que le mot de paradis n'est probablement pas juste, mais si l'on compare à ce qui s'est passé à l'Est, c'était quand même probablement une situation malgré tout bien meilleure. J'ai eu un moment quand même, je vais vous paraître un peu fou, mais c'est pas complètement faux, en tout cas en ce qui concerne ce livre, j'ai eu un moment quand même presque d'illumination et de tremblement quand j'ai, après avoir fait toutes ces recherches, compris que mon père était né à Marseille, dans une rue que je cite dans ce livre, à 600 mètres de l'église grecque catholique de rite melkite, construite par le patriarche Mazoul, qui était l'ancêtre du personnage de Nour. C'est-à-dire qu'il y avait 600 mètres, en fait, entre ces deux histoires. Ce qui est assez incroyable. Je suis allé visiter l'église qui est aujourd'hui gardée par un guide arménien qui veut absolument vous la faire visiter dans tous les sens. Et elle est à Marseille, à 600 mètres de l'endroit où mon père est né. Donc, dans cette convergence des minorités, j'ai aussi voulu montrer la notion d'appartenance. Je renvoie au très beau livre de Léo Strauss, Pourquoi nous restons juifs, et à cette idée de ne pas se convertir. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que je me sens totalement laïque, totalement, parce que je suis laïque, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, que je regrette par le moment, mais bon, c'est comme ça. Je me sens français, je suis de nationalité française, je n'ai pas de problème particulier avec la France, sauf avec le fisc, comme tout le monde, mais à part ça, je n'ai pas exagérément de problème, et en même temps, je me sens appartenir à cette minorité juive aussi puissamment. C'est, je crois qu'on parlera peut-être demain, enfin, on parlera peut-être demain d'écrivains comme Pérec, mais l'homme qui nous sommes tous, Gary qui dit nous sommes tous des additionnés, et je pense que cette phrase est probablement la phrase qui est la plus juste pour aussi parler de ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire cette addition d'identité, de comment on peut se sentir plusieurs identités. Mais aussi l'identité, c'est quelque chose dont on veut changer quand on est en danger, quand on est, en tout cas quand on sent qu'il y a un risque. Et j'ai un souvenir très vif, et je me permets aussi des souvenirs parce que le complice de ce souvenir est dans la salle, Christophe Poltanski, écrivain et journaliste, était alors correspondant à Jérusalem. Nous avons ensemble été en voiture, je ne sais pas s'il s'en souvient, nous avons été vers ce qu'on appelle les territoires occupés, on a été à Naplouse en l'occurrence, et Christophe conduisait la voiture. Moi j'étais assez nerveux, parce que c'est pas des routes toujours très, très sûres, et surtout c'était l'identité. Donc à chaque fois qu'on passait un checkpoint où c'était plutôt, on entrait dans un territoire palestinien, Christophe mettait un kéfier à l'avant de la voiture. Alors j'ai dit, mais le kéfier, mais mets-le kéfier. Et puis à chaque fois qu'on arrivait vers les Israéliens, on enlevait le kéfier, et enlève le kéfier. Bon, et donc c'est cette identité qu'il fallait toujours changer, qui est quand même aussi le propre, je pense, de l'expérience du judaïsme. C'est-à-dire, ça renvoie au maranisme, qui est quand même quelque chose de, enfin, moi, je me dis historiquement passionnant. J'ai appris, en lisant les travaux de l'historien Yerushalmi, des choses que je ne connaissais pas du tout sur le Portugal. Sur l'Espagne, je savais, sur le Portugal, là j'ai appris des choses qui sont incroyables sur le maranisme, mais c'est aussi cette capacité à la dissimulation. En ce qui me concerne, et non historiquement, j'ai fréquenté beaucoup de milieux antisémites, et j'ai donc dû beaucoup me dissimuler. Et quand je ne me dissimulais pas, je montrais une partie de moi-même qui se mettait en risque d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est là où vous sentez justement le judaïsme revenir. Merci. C'est donc cette recherche d'identité qui est le moteur un petit peu de ce livre, un récit des traces. Beyrouth occupe une place importante dans ce livre, notamment les suites de l'épouvantable explosion qui avait eu lieu en août 2020. De même que vous prenez le temps de chercher à dénouer les fils de la culpabilité dans les massacres de Sabra et Shatila, ça occupe une page. Le gros morceau,
qui arrive à la page 121. Au commencement se tiennent mes ancêtres, dites-vous. Commence alors l'extraordinaire présentation des Juifs du Comtat de Nessin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est construite cette partie de votre livre qui en est, qui n'en plus pas? Elle s'est construite, je dois dire, en lisant beaucoup et en essayant de ne pas... J'étais très obsédé par l'idée de ne pas plagier nos amis historiens, donc je me suis inspiré, et ensuite j'ai essayé de reconstruire les choses. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup passionné, particulièrement l'épisode vidéo andalou et les rabbins de Lunel, et la capacité quand même qu'ont eu à une époque très lointaine de nous, des traducteurs de tenir cette place très importante, particulièrement de la traduction de Maïmonide. Le fait que Maïmonide regrettait déjà l'absence de religion et de religiosité de ses pairs, et qu'il écrivait aux rabbins de Lunel qu'ils étaient quand même plus érudits que les autres, etc. C'est-à-dire qu'il y avait déjà cette espèce de plainte nostalgique. J'ai aussi été très impressionné par le fait que Nostradamus, ça m'a beaucoup intéressé, parce que ça, vraiment sincèrement, évidemment, comme tout le monde, je connaissais le nom de Nostradamus et grosso modo ce qu'il avait fait, mais pas plus de choses. J'étais absolument impressionné par l'idée qu'à chaque fois qu'on reprochait à Nostradamus quelque chose, pour rire, quand je parle de ce livre en public, je dis que Nostradamus est une sorte de professeur Raoult de l'époque. Il est contesté, il fait des choses relativement illégales dans son coin, il crée des potions magiques, bon, et entre quand même l'apothicaire et le sorcier. Il y a, relate la biographie de Nostradamus dans un livre publié chez Gallimard qui est très intéressant. À chaque fois que Nostradamus avait le droit à un pamphlet contre lui, donc il faut voir que l'époque est on est passé des réseaux sociaux, mais il y a énormément de pamphlets qui sont écrits contre Nostradamus. On lui reproche quoi? On lui reproche son judaïsme. C'est-à-dire on lui reproche quelque chose, une identité dont il s'était délesté tout de même 2 générations avant. Allez, c'est exactement comme pour les Mahanes, c'est-à-dire qu'on lui reproche. Le judaïsme, c'est quand même la double peine, c'est-à-dire que quand vous l'êtes, on vous le reproche, et quand vous ne l'êtes plus, on vous le reproche aussi. Donc c'est quand même un problème. Il y a une question, je trouve, à la fois pour les historiens, mais aussi pour, je dirais en termes presque de psychologie, qui est terrible, c'est-à-dire que c'est justement cette identité qu'on ne peut pas abandonner. C'est cette irrémissible d'être juif dont parle mieux que moi, évidemment, Emmanuel Lévinas, à qui je dois beaucoup dans la lecture des livres de Lévinas sur cette question-là sont absolument incroyables. Vous savez que George Steiner, que vous avez cité tout à l'heure, chez Arnett, avait cette formule que j'aime beaucoup, qui disait qu'un juif, c'est un lecteur qui lit avec un crayon à la main, de manière à pouvoir dire en marge des textes qu'il lit, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est bête. Et ça, je trouve une assez bonne formule de George Steiner, parce que je pense aussi cette idée du texte, et probablement si on devait trouver peut-être une clé, une unicité à ce livre, qui est, comme m'a dit mon ami Albert Dichy, qui est totalement foutraque et désordonné, c'est le rapport au texte. Je pense que quand on est éditeur, on est effectivement, si possible, proche des textes, en tout cas, j'essaie de l'être, et quand on lit, parce que c'est aussi un livre pour lequel j'ai beaucoup lu, quand on lit, c'est aussi cette lecture qui vous renvoie à une recherche de vous-même, et qui vous renvoie à cette recherche à travers le texte des autres. C'est comme un rebond permanent. Et j'avoue, je dis franchement, j'aurais pu rester 1 an, 2 ans, 3 ans de plus à lire pour ce livre, tellement c'était plaisant de rebondir d'un texte à l'autre, et de voir aussi la littérature non pas comme une chose figée, mais comme une arborescence vivante. Alors justement, toutes ces recherches vous amènent à rencontrer de nombreux personnages, des personnages aussi divers, vous avez cité Maïmonide, Nostradamus, Armand Lunel, Adolphe Crémieux, Bernard Lazare. Vous consacrez à chacun d'entre eux de très belles pages, mais je lis aussi page 236. Je me perds dans ce labyrinthe, j'en caresse les murs d'ombre, et les voix dans la nuit me répondent faiblement, d'une rive de la Méditerranée l'autre, d'une histoire l'autre. Mais le passé n'est pas l'identité, la fidélité non plus, car à quoi être fidèle si le passé n'existe plus? Alors, que vous ont apporté ces recherches? Est-ce que vous êtes toujours perdu dans ce labyrinthe?
Oui, enfin, on est toujours perdu dans le labyrinthe identitaire d'une certaine manière, sauf si on a une identité extraordinairement claire à soi-même, et peut-être que certains l'ont, hein, je ne sais pas, probablement pas mon cas, mais j'ai... vous parliez, je crois que quelqu'un parlait tout à l'heure de coïncidence. Hein, c'était vous, Charles? Vous disiez non? Quelqu'un parlait tout à l'heure de coïncidence en disant que dans l'univers juif, il n'y a pas de coïncidence. C'est exactement le sentiment, cette phrase m'a frappé, parce que il n'y a pas besoin de psychanalyse ici, on essaie de le faire nous-mêmes, mais elle m'a frappé parce que la coïncidence est au cœur quand même de beaucoup de choses dans ce livre. Lorsque j'étais un jeune étudiant, je pense que j'étais en Gagne, j'étais encore chez mes parents, je me souviens, et j'allais à la bibliothèque de la maison de Balzac. On parle d'un milieu dans ce livre qui est un milieu bourgeois. On a dit tout à l'heure, en présentant les cadettes, qu'on allait faire effectivement la lutte des classes. C'est vrai que c'est aussi une différence, c'est que c'est un milieu bourgeois, laïque, assimilé, plus proche d'Emmanuel Berne, pour ceux qui connaissent Emmanuel Borde, plus proche du milieu proustien par sa mère, plus proche des blogs par exemple, qui sont en l'occurrence ma famille maternelle. J'étais le nez sur mes papiers. Je vois arriver un monsieur d'un certain âge, très bien habillé, qui me dit « Bonjour monsieur, je suis votre cousin ». Alors je lève la tête, je vois un monsieur âgé, pas tout jeune en tout cas, et je dis « Ah bon, mais comment ?» Et c'était le gendre d'Armand Lumel. Et comme ça, j'avais 18 ans, il m'invite, il s'appelle Daniel Jessulat, il m'invite à déjeuner chez lui, et c'est le premier qui va me parler de ces juifs du comtat de Messin dont j'avais jamais entendu parler. Et en fait, dans l'oreille d'un jeune homme, cette notion de judaïsme au carré, c'est-à-dire de juif à l'intérieur du judaïsme. Et, je l'apprends en la plaisantant bien sûr, mais d'une sorte d'aristocratie, entre guillemets, du judaïsme, c'est-à-dire de moments privilégiés, de population qui a été protégée, de gens qui ont aussi eu le droit à des activités qui ont été interdites aux juifs partout ailleurs, fait chemin en moi comme quelque chose qui m'aurait désigné, si j'ose dire, pour aussi raconter cette histoire qui est peu racontée. J'ai eu de la chance, ce livre a un peu circulé, je suis tombé pour en discuter sur le rabbin Raïm Corsia, et qui m'a dit en rigolant, mais personne ne sait ce que c'est votre histoire. J'étais au Vatican, même eux ils ne savent pas. Bien. Page 126, vous citez Lévinas, de mystérieux retours, après de lointains départs, s'opèrent dans les consciences les plus hardies. Et je continue, le juif qui s'ignore est une sorte d'Ulysse qui, après avoir bourlingué, rentre chez lui fourbu, retrouve pleinement la douceur de la nation. Je tire de la glaise même ce que je ne connais pas, mais que je reconnais comme si je l'avais toujours su, le matériau malléable d'un nouveau moi. Alors c'est quoi votre retour, votre retournement, votre nouveau moi? Est-ce qu'il y a une chose qu'on peut dire sur ce nouveau juif que vous êtes? Dans le retournement, qui est un titre qui fait bien évidemment, bon, ici je pense que vous l'avez compris, fait bien évidemment allusion directe à la Teshuvah, c'est aussi l'idée de faire retour sur soi. Et d'ailleurs, je parle sous votre autorité, je crois que dans la traduction multiple du concept de Teshuvah, il y a aussi l'idée de repentir et de faire retour sur soi d'un point de vue aussi presque de cet examen de conscience. Donc il y a dans l'acquisition d'une identité, il y a dans la découverte d'une identité quelque chose aussi de l'ordre d'un jugement qu'on va essayer de porter sur soi, d'un repentir qu'on va essayer d'explorer, et quelque chose qui fatalement sera un peu long à expliquer, mais doit résoudre un certain nombre de contradictions de l'être humain et doit aller vers la réconciliation, la conciliation, et même si possible l'unité d'une vie. Il y a dans Martin Buber un texte magnifique sur le judaïsme d'Orient, que je conseille à tout le monde, ceux qui n'ont pas lu, de le lire, qui dit ça extraordinairement bien, et qui tombe vraiment à pic, en plus, parce que je parle aussi de quelque chose de l'ordre du judaïsme d'Orient là-dedans. On va bientôt conclure. Je voudrais dire que votre livre
est une somme d'érudition extraordinaire. On y croise Vladimir Jankélévitch, Martin Buber, Lévinas, Flavie Joseph, Franz Rosenzweig, enfin je ne vais pas les citer tous, Strauss, Genet, Dormesson bien sûr, Romain Gary, Deleuze, Derrida, Benny Lévy et Alain Finkielkraut. Je crois que si on faisait l'index, ça ferait au moins 10 pages de plus. Je veux dire quelque chose. Oui. Non, si je refaisais un livre, il y aurait probablement pas tous ces noms-là. Je pense que j'ai été intimidé par le fait, malgré ma fréquentation d'écrivain depuis l'âge de 16 ans, parce que j'ai commencé très tôt, j'ai publié en fait, des textes très tôt et j'ai fréquenté des écrivains et vraiment très tôt. J'étais intimidé à l'idée d'aller sur ce territoire. Et d'ailleurs, à un moment donné, je voulais, parce que j'avais parlé à beaucoup de gens, et je voulais exposer un peu quelques idées de ce livre à Rabat. Je ne voulais pas avoir des gens que je connaissais, donc j'ai trouvé, par l'intermédiaire d'un ami, un rabbin qui avait accepté de me recevoir. J'ai passé une sorte d'examen au téléphone, et je vous assure que je n'ai jamais été aussi angoissé de ma vie pendant toutes mes études. J'ai quand même passé les examens qu'à ce quart d'heure au téléphone, qui en plus s'est conclu par « mais et vous êtes marié ?» Je dis « oui, je suis marié », puis je me suis dit « il faut que je sois franc, je suis marié avec une Libanaise ». Puis là, il y a eu 3 petits points de silence au téléphone. Donc en fait, je pense que l'érudition dont peut faire preuve le livre, j'espère ne le rend pas illisible, mais elle est aussi une forme de manteau d'Arlequin, justement, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de cape, d'invisibilité, derrière laquelle j'essaye aussi de me cacher encore un peu, et une sorte de sécurité. Je pense que c'est comme, voilà, certaines de ces... c'est aussi une promenade à travers ces auteurs et à travers les textes. En tout cas, c'est ce que dit Raphaël Léris, elle dit c'est d'abord cette fidélité au livre, au texte, que Manuel Carcassonne, dans cette fidélité que Manuel Carcassonne se reconnaît pleinement juif. On va conclure, on ne peut qu'admirer l'érudition, la pertinence de ses références, la sincérité absolue d'une démarche introspective, certes, mais ouverte sur les autres, un ton parfois énergique, mais souvent mélancolique, une tendance parfois un peu excessive à l'autocritique, sinon à l'autodénigrement. On peut admirer le style, les images, saluer l'honnêteté, l'exigence intellectuelle, la capacité de mettre ses tripes sur la table. Encore un extrait de la revue Esprit, tel un conteur oriental, il murmure dans la torpeur de l'été un savoir immémorial. De l'embarras d'être soi à la sérénité, il n'y a qu'un pas, se retourner. Merci pour votre travail, M. Carcassonne. On n'est pas salué. Alors on va donner la parole à la salle et j'aimerais qu'il y ait une intervention qui va faire écho. Histoire, origine, quelle des origines c'est celle de Claudie qui a été effectivement pendant longtemps une conférencière à l'Office de tourisme de Montpellier, qui a fait visiter le Livet à de nombreuses personnes et qui a découvert tout dernièrement qu'elle était d'ascendance juive, descendant, pour faire simple, des Marans, même si le terme est accolé à l'Espagne. Ici, on emploie le terme de crypto-juif, de néophyte en Provence. Elle va nous apporter son témoignage. Cher Manuel Carcassonne, c'est un plaisir de vous entendre. Vous avez fait référence effectivement à de nombreuses personnalités, les régionales, Armand Lunel, à qui l'on doit effectivement le livret mystère de Carpentras de Darius Milhaud, son collègue éco-religionnaire, et Carole a consacré un colloque, une publication à ce sujet il y a très longtemps. Vous avez parlé de Bernard Lazare, d'Isaac Rémus, deux figures notables juives, de fierté. Ici à Montpellier, on peut retenir Israël Bédari, Eugène John, Anime, Adolphe Isaac Rémieux, à qui l'on doit effectivement l'émancipation des Juifs de Roumanie, le décret Rémieux et l'affranchissement des Noirs des colonies françaises. C'est peut-être la personnalité juive la plus emblématique de notre région d'Occitanie. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais que Claudie intervienne parce que ça va véritablement faire écho à votre quête, à votre parcours. Attendez, on fait après. Chacun son tour. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas trop où me mettre. Alors c'est bon. Je me mets devant peut-être. Oui, venez là.
Voilà, donc je suis Claudie Barthes. Je vais me mettre comme ça, après ça sera plus simple. Voilà. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, je ne sais plus, c'est avant-hier, je crois, j'ai passé un petit coup de fil à Michael Yankou pour lui demander des précisions sur le salon, voilà, auquel j'allais de toute façon participer. Parce qu'il y a 3 semaines, du coup, moi j'ai découvert quelque chose qui m'a un peu troublée. Bon, sinon, je ne serais pas là, je pense, je serais passée à côté. Il y a un concours de circonstances, on parlait de coïncidence. Il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous, disait Paul Éluard. Et du coup, j'ai fait une rencontre qui m'a mis un petit peu sur la voie de mes origines, en tout cas des origines de ma famille. Et un peu au départ par une blague. Et puis, bon, c'est allé un petit peu plus loin, parce que je me suis rappelé de certaines choses de ma grand-mère maternelle qui me disait que son arrière-grand-mère était probablement née à Jérusalem. Bon, j'avais un peu cuisiné ma grand-mère, elle me disait « Oh, mais non, mais je sais pas », enfin, on savait pas, on savait rien, comme les silences, hein, qu'on imagine. Et puis, en 2014, j'avais offert à ma maman un arbre généalogique, un album généalogique. Je lui ai demandé il y a un an de me le rendre, et il y a 3 semaines, je savais ce que je cherchais. J'ai demandé à ce que ce livre soit réouvert. Et j'ai regardé du côté de ma grand-mère maternelle et j'ai trouvé le nom de sa grand-mère. Sa grand-mère s'appelait Albertine Rachel Delay. Bon, avec le second prénom, j'ai eu un petit doute. Et puis, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai regardé le nom de son mari et puis j'ai tapé sur Internet les deux noms, qui, à part le deuxième prénom, n'avaient pas de résonance juive. Aujourd'hui, avec Internet, on a la chance qu'il y ait des gens qui aient fait pas mal de recherches. Et il s'est déroulé sous mes yeux une arborescence qui allait jusqu'au XVIIe siècle, une famille Millot, donc du comtat vénessin, par donc la... Voilà. Et donc c'est pour ça que quand j'ai vu un petit peu voilà, la programmation, je savais que j'allais échanger des choses et ça a beaucoup résonné. Même le psy, ça a résonné. Voilà. Donc Albertine Rachel Delay a une mère qui s'appelle Blanche Outré. Et je suis désolée, je ne suis pas encore bien familière de tout ça parce que c'est tellement beaucoup pour moi que voilà, j'ai encore beaucoup de recherches à faire. Mais voilà, ce sont des MIO, M-I-L-H-A-U-D et aussi 2 L-A-U-D. Au début, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait été adopté, parce que je me suis dit non, c'est pas possible quand même. Et puis, comme je disais à Michael, c'est assez étonnant, mais il y a des choses qui font que... Et tout à l'heure, j'ai rencontré Déborah et elle m'a dit, mais comment t'as su, qu'est-ce que ça t'a fait? Et ben, en fait, tout à l'heure on parlait d'évidence et en définitive, j'ai peut-être toujours su, c'est pour ça que je ne suis jamais... souvent je dis à mes amis, parce que là je le dis, c'est comme un peu du déni, quoi. Parce qu'on m'a dit, mais c'est marrant, au lycée tu voulais apprendre l'hébreu, tu as appelé ta fille Ellie, je sais pas. Bon, il y a quand même... tu es allé en Israël pour l'année de tes 35 ans. Bon, voilà. Et j'ai fait visiter le mikvé pendant des années. Et la culture juive m'intéresse bien évidemment. T'es guide? Ouais, j'étais guide. Voilà, j'étais guide conférencière. Sans rapport avec le... Non, rien, aucun. Mais beaucoup d'intérêt personnel, culturel. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Je témoigne de cette histoire incroyable. Il faut vous inspirer de son livre pour écrire le vôtre. Ah oui, mais je n'aurais peut-être pas le talent. Merci à vous. Merci.
Bonsoir. J'avais deux questions à poser à Mme Gevorkyan. Une qui a à voir avec ce qu'elle a dit au niveau de son histoire. Quand vous avez parlé de vos amis maoïstes, est-ce que vous auriez un lien à faire éventuellement avec, peut-être êtes-vous toujours, je ne sais pas, entre le maoïsme, entre guillemets, et la judaïté? C'est une question comme ça. Et la deuxième question, qui n'a absolument rien à voir, mais qui est une question que je me pose, parce que c'est un petit peu travaillé quand même sur le ghetto de Varsovie, est-ce que j'avais sur la question du Judenrat? Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez deux infos? Parce que je ne sais pas s'ils ont été des traîtres, ou alors si on n'a pas à juger de cette question-là. Aujourd'hui, avec le recul, on n'a pas à juger s'ils ont trahi en fait les corréligionnaires ou est-ce qu'ils ont aidé à la... Voilà, donc c'est deux questions qui n'ont absolument rien à voir, mais je profite de votre connaissance. Très rapidement à la deuxième question. Je pense que celui qui parle le mieux du Judenrat de Varsovie et notamment de Tcherniakov, c'est Raoul Hilberg, quand il préface les carnets du ghetto de Tcherniakov, qui sont parus il y a beaucoup d'années maintenant aux éditions La Découverte. Donc je vous conseille, je ne vais pas répondre trop longuement, mais je vous conseille de regarder. Et puisque dit Kassov aussi, et je vous ai dit Kassov, Samuel Kassov, c'est très bien. Alors, entre le maoïsme et le judaïsme, je pense qu'il faudrait vraiment chercher beaucoup pour prouver quoi que ce soit. Non, alors, beaucoup de juifs maoïsme, non, alors, le maoïsme, ça dépend ce qu'on appelle, je pense. J'ai compris entre Mao et le judaïsme. Non. Mais nous avons une propension à adopter toutes les révolutions qui est au-delà de la moyenne. Et ça a commencé avec le communisme, la révolution bolchevique, et puis ça s'est continué avec la Chine. La Chine, bon, c'est un peu plus compliqué parce que le courant de la gauche prolétarienne, le courant de Béni Lévy, de Pierre Victor, était plus un courant anarchiste que purement maoïste, pur et dur comme le mien, qui était très stalinien. Mais si vous lisez Génération de Rothman, si vous regardez le nombre de personnages, je pense à Michel Firm par exemple, qui enlève l'ambassadeur du Guatemala et qui se tire une balle dans la bouche, qui meurt dans la guérilla. Enfin, si on regardait Pierre Goldman, voilà, dans toutes les avant-gardes révolutionnaires, il y a beaucoup de juifs, politiques peut-être, mais pas partout. Hein. Voilà. Non, mais y compris. Et alors là, je pense qu'il y a deux raisons. Un, peut-être qu'on a le sens de l'histoire, puisque on va avoir le Messie un jour, donc autant le hâter en faisant la révolution pour aller vite. Et la deuxième raison, c'est cette idée que le socialisme sous diverses formes fera disparaître la question juive et l'antisémitisme. Et je crois que c'est deux explications. Mais le maoïsme lui-même, le maoïsme chinois, alors rien à voir avec le judaïsme, rien. Bien, merci Mao beaucoup. n'était pas juif, c'est ça que je veux dire. On préfère on ne sait jamais. Mais peut-être. On va remonter. Voilà, une génération. Merci beaucoup, Madame Gevorkyan. Il se fait tard, hein, je vois qu'il y a un certain nombre de collègues qui nous ont quittés. On va faire comme à Kippo, vous savez, on laisse le talit sur la chaise et on se retrouve le lendemain matin. Donc, on se donne rendez-vous demain à 10h. Les livres sont évidemment à votre disposition et les auteurs aussi pour signer. Mais si ce n'est pas ce soir, ce sera demain. Vous serez avec nous demain, l'un et l'autre, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de votre présence et de votre attention. Et donc, à demain. C'est arrivé. Non, non, moi,